Bonjour à tous. C'est bon. Du coup, je vais essayer de redire ce que tu as dit, mais avec d'autres mots, parce que tu as bien résumé l'année 2024. Ça a été une année assez intense pour nous, parce qu'on sentait qu'on arrivait au presque début du lancement de notre projet. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, beaucoup de bas, un peu de hauts. C'était assez mouvementé comme année, et finalement, comme tu l'as bien présenté, on en est arrivé le 16 décembre, je crois, de signer avec le chantier qui allait peut-être construire notre bateau. Donc une très belle année 2024. Je peux passer le slide qu'on a un petit peu illustré ici. Alors comme vous le savez, on est une petite équipe. On travaille beaucoup sur de la communication, sur toute la partie commerciale, la partie financière, et puis évidemment la partie technique, mais Nils en dira un petit mot juste après. Sur la partie communication, on a continué à agrandir notre communauté de followers, de suiveurs sur les réseaux, mais aussi de sociétaires. On est arrivé à 1600 sociétaires à la fin de l'année. On a été un petit peu moins présent sur les événements, les tables rondes, parce que c'est vrai que, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, comme il y a eu beaucoup de changements d'orientation tous les mois dans une partie technique, mais aussi sur les signatures avec des financeurs, qu'on n'a pas eu vraiment de choses concrètes à annoncer. Donc c'est vrai qu'on était moins présent sur les réseaux sociaux. Après, il y a aussi une partie de l'équipe qui a été changée, donc le temps aussi d'accueillir les nouveaux collègues. Voilà, il y a eu toute une année qui était peut-être un peu plus calme en termes de communication, mais qui ne nous a pas empêché d'agrandir la communauté. Sur la partie commerciale, il y avait déjà un gros travail qui a été fait en 2023, qui a été renforcé en 2024. C'est vrai que comme on avançait, on savait que le bateau allait s'agrandir, donc il fallait plus de clients. On avait eu des premières lettres d'intention en 2021, donc il a fallu aussi les remettre à jour. Donc on a repris contact avec l'ensemble des chargeurs qui s'étaient un peu engagés sur le projet avec nous. Donc là, il y a eu un gros travail sur cette partie-là. Et puis, si tu peux passer le slide, on vous a mis tous les chargeurs qui se sont engagés à nos côtés pour un conteneur, 2 conteneurs, 50 conteneurs. Donc c'est toujours chouette de savoir que le projet, en fait, il a une vraie... il a raison d'être là, quoi, qu'il y a une vraie demande derrière, qu'il y a un vrai besoin. Que ça nous rassure aussi de savoir qu'il y a un business model qui va pouvoir permettre de donner vie au projet. Et puis surtout, ça nous a permis de rassurer les financeurs qui vont nous suivre derrière. Slide d'après. Et sur la partie financement, on vous a mis un petit rappel du coût total du projet. Comme vous le savez, le bateau, il coûte 28,5 millions d'euros, c'est pas rien. Comme tout projet, si on ouvre une boulangerie ou qu'on achète un appart, il faut apporter 20%. Donc c'est ce qu'on a levé, les 6,8 millions d'euros, auprès du grand public, donc en financement participatif, dont vous faites partie. Il y a une part qui a été apportée par les chargeurs, dont Arcadie, qui a apporté 2 millions d'euros. Et puis une partie par des partenaires financiers qu'on vous a indiqués à droite. Donc ça a été un gros travail d'aller rechercher ces investisseurs déjà, et puis ensuite d'aller négocier les contrats de financement, et ensuite d'aller en chercher des nouveaux, de se faire refuser par beaucoup, de continuer, essayer de convaincre encore et encore. Donc voilà, ça a été le bouclage du financement qui nous a permis cette année de pouvoir verser le premier acompte au chantier. Donc ça, c'est un super pas vers la suite, quoi. Et puis en mars 2024, ça a été aussi un très grand moment pour nous parce qu'on est passé en comité bancaire auprès de Banque Populaire Grand Ouest, qui va donc financer notre navire. En plus de ça, on a été en lien avec leurs équipes d'autochtones qui ont travaillé pour labelliser notre emprunt comme crédit vert. Et donc ça a été un gros travail après le passage en comité avec leurs équipes pour pouvoir prouver en fait que notre financement, ce financement qui nous est accordé, il est accordé dans le cadre d'une labellisation verte, et donc on est bien un projet engagé selon les Green Loan Principles que j'ai pu en tête, mais dont on vous parlera peut-être dans une prochaine newsletter. Et puis le projet qui nous a pris aussi énormément de temps l'année dernière et d'énergie,
c'est la contre-garantie qui est délivrée par l'État. En fait, cette contre-garantie, elle intervient que si on arrive à prouver qu'il n'y a aucun autre moyen de garantir notre prêt bancaire. Donc déjà, il fallait l'accord de la banque pour qu'on puisse ensuite aller contacter la BPI. Et puis ensuite, il a fallu aller contacter les assurances privées, les assurances des pays dans lesquels on aurait pu faire construire le navire. Donc il y a une époque où on était en lien avec un chantier français, avec un chantier espagnol, avec un autre chantier turc. Donc on a dû aller vérifier auprès de tous ces organismes-là que personne ne voulait de nous pour qu'on puisse ensuite aller chercher la garantie de l'État. Donc ça a été encore une fois des hauts et des bas. Et puis on a fini par pouvoir commencer l'instruction et passer à un premier pré-comité de pré-sélection, ensuite un deuxième comité de sélection et puis ensuite une commission finale qui a eu lieu au début de l'année en 2025. Donc là, ça a été la croix et la bannière pour avoir cette contre-garantie qu'on a finalement eue en mars 2025. Et donc, on a signé avec le chantier en décembre avec cette réserve à lever d'avoir le financement. Et donc, ça a été janvier, février, mars, un suspense énorme pour savoir si on allait réussir enfin à avoir cette contre-garantie pour débloquer toute la suite du projet. Voilà, donc une année 2024 bien intense qui a fini avec un petit cadeau de Noël de signature, donc c'était super. Et puis 2025, on vous racontera ça à l'Assemblée Générale de l'année prochaine. Mais en tout cas, une année 2025 qui a très bien commencé. Et voilà, on a hâte de continuer sur toutes ces lancées de communication, de développement commercial, de recherche de fonds encore et encore. Et puis sur la partie technique, je vais laisser Nils vous en dire quelques mots. Voilà. Bonjour à tous. Un petit point sur l'avancement technique. D'abord, vous raconter, si jamais vous n'aviez pas suivi un peu les évolutions du design du navire. En fait, on a pas mal itéré. C'était assez long, parfois frustrant. Mais donc, on est passé par 4 versions du navire. Et encore, en fait, il y en a une 5e parce que finalement, le bateau, il va même pas exactement ressembler à la version 4. C'est lié à pas mal de raisons différentes. La première, je dirais, il faut être honnête, c'est qu'on s'était un peu trompé au départ. C'est qu'on avait l'idée de faire un vrai voilier, un navire très vélique. Donc ça correspond à la version numéro 1. Et on était très content de ce design. Et en même temps, il n'y avait pas beaucoup de conteneurs à bord. Et donc, c'est des calculs qu'on aurait peut-être pu faire avant. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur une route vers Madagascar, il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc, on a beau avoir le plus beau voilier du monde, à un moment donné, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et il faut démarrer le moteur. Et le peu que vous utilisez votre moteur, eh bien, si vous ne transportez pas assez de conteneurs, vous allez rapidement avoir un bilan carbone par conteneur transporté qui ne sera pas génial. Donc, c'est une des premières raisons qui a fait qu'on a pivoté, mais c'était aussi lié à une deuxième raison, c'est qu'entre le moment où on a commencé à concevoir le premier bateau et puis maintenant, on est parti de 2022, de la situation de 2022 où les taux de fret étaient très élevés. Les taux de fret, c'est le prix du transport. Et donc en 2022, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, ça avait fait un peu la une dans la presse, les prix du transport étaient à des niveaux jamais atteints. Et à ce moment-là, on pensait tous un peu que ça n'allait jamais redescendre à cause de la réglementation qui se durcit, à cause peut-être de la disponibilité moindre des carburants, etc. Et en fait, de fait, c'est bien redescendu, puis vraiment très bas avant de maintenant remonter un petit peu. Mais courant 2023, c'était compliqué parce que d'un coup, si en 2022, on avait l'impression de pouvoir être à peu près dans le jeu par rapport au prix du marché, en 2023, on s'est aperçu qu'on était vraiment trop cher. Quand on est trop cher, il y a une seule solution dans le transport maritime, c'est d'agrandir le bateau. C'est-à-dire que les économies d'échelle dans le transport maritime, elles sont extrêmement efficaces. Quand on agrandit un bateau, on augmente un petit peu le coût de construction, un petit peu le coût d'exploitation, mais par contre, on augmente grandement la capacité de transport et donc ça permet de baisser le coût unitaire du transport. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a voulu augmenter la taille du bateau. Et il y a une troisième raison, c'est que dans ce même temps, le coût de construction a explosé un peu partout sur la planète. Après cette période où les coûts de transport étaient très élevés, les armateurs étaient riches et donc ils ont commandé massivement des navires et donc tous les carnets de commandes étaient pleins
Il y avait en plus la guerre en Ukraine, une pénurie sur l'acier, les prix de l'acier qui flambaient. Et donc, pour toutes ces raisons-là, les coûts de construction ont augmenté. Et donc, ça nous a amené à changer certains plans, c'est-à-dire qu'on s'était engagé initialement avec un chantier pour un prix donné, puis finalement, après, le prix a augmenté. Et bref, voilà, tout ça pour dire que pour toutes ces raisons, normalement, on ne fait pas ça. Hein. Normalement, on a un cahier des charges qui est clair, on dessine le bateau et puis on le fait. Là, on est passé par pas mal d'étapes. C'était, comme je vous le disais en introduction, parfois un peu frustrant et un peu long. Et en même temps, heureusement qu'on n'est pas parti tête baissée, ni dans la première option, ni la deuxième, et qu'on a fait tout ce travail. Donc aujourd'hui, on est parvenu, si vous pouvez passer la diapo. On est parvenu à ce design. Donc c'est un bateau qui va faire un peu plus de 90 mètres, qui est équipé de 3 ailes rigides, et qui va être en mesure d'embarquer 210 conteneurs. Parmi les projets de cargo à voile qui émergent en France, parmi les différentes initiatives de néo-armateurs, ça commence déjà à faire un gros cargo à voile. En tout état de cause, ce sera le tout premier porte-conteneur à voile. Et donc 210 conteneurs, pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous le trouvez gros ou petit. Pour certains, il paraît tout petit, parce que pour un cargo, il est réellement petit. Et 91 mètres, ça fait quand même déjà une belle bête. En tout cas, 210 conteneurs, ça correspond aux petits parmi les gros, quoi. On est un petit bateau dans la cour des grands, on va dire. C'est la taille d'un petit, on appelle ça un feeder, c'est les bateaux qui ravitaillent les petits ports le long des côtes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vous disais que c'était le premier porte-conteneur à voile. Mettre des voiles sur un cargo, c'est plus facile sur d'autres types de bateaux, on va dire. Sur les bateaux qui transportent du fret roulant, qu'on va charger avec une rampe, les voiles vont moins gêner. Sur un bateau qui transporte des marchandises en vrac, comme je dis n'importe quoi, du minerai de fer ou du sable, là aussi c'est plus facile de mettre les voiles sur le pont. En revanche, un porte-conteneur dont on va manipuler des milliers de conteneurs tout au long de la vie du bateau, ça génère, on va dire, des dangers d'interaction entre les grues qui seront utilisées et les mâts. Donc c'était un point d'attention sur lequel on a beaucoup travaillé. Et c'est entre autres pour ça que les voiles sont décentrées, c'est-à-dire que les voiles sont toutes sur tribord, c'est-à-dire du côté droit du bateau quand on regarde vers l'avant. Le fait que les voiles soient décentrées, j'en parle un petit peu parce qu'on nous pose souvent la question. Peut-être les gens imaginent que c'est comme un Dahu, un bateau déséquilibré qui va tourner en rond tout le temps. Donc déjà non, il n'y a pas de problème avec ça. Et ensuite, l'autre chose, c'est effectivement que les performances vont être inégales selon qu'on soit ce qu'on appelle tribord à mur, quand le vent va venir de la droite, ou bâbord à mur, quand le vent va venir de la gauche. Et donc le bateau va un peu mieux fonctionner quand le vent viendra comme ça, et puis un peu moins bien fonctionner quand le vent viendra de bâbord. En réalité, donc les performances futures, on les calcule. À ce stade, tout ce dont je vous parle, c'est basé sur du calcul, mais quand on fait des calculs de performance et qu'on compare un bateau comme ça à la même chose mais avec les voiles au milieu, on s'aperçoit que si on moyenne les performances tribord à mur, bâbord à mur, on arrive à peu près à la même chose que si le bateau avait eu les voiles au milieu, où il aurait eu des performances moyennes des deux côtés. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on n'est pas pénalisé en termes de performance en décentrant les voiles. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur le design du bateau. Et puis après, de toute façon, on aura un moment d'échange. Donc je passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, le choix du chantier. Là aussi, c'est une grande aventure, le choix du chantier. Je cherche qu'est-ce que je vais vous raconter sur le choix de RMK. On a rencontré plusieurs chantiers. C'est toujours difficile d'en choisir un parce que de la courte expérience qu'on a, à chaque fois qu'on visite un chantier, on tombe amoureux et on a absolument envie de construire le bateau avec lui. Puis après, on en visite un autre et on se dit mais celui-là il est trop bien aussi. Et donc, à chaque fois, c'est des histoires assez fortes. Le chantier RMK en Turquie, c'est eux qui viennent de construire le navire de Neoline, un autre gros cargo à voile, qui est un roulier, celui-ci. Ils ont une vraie appétence pour la propulsion par le vent. Et ça, c'est important pour nous, pas que d'un point de vue humain, dans le sens où on a l'assurance qui sont motivés, mais aussi d'un point de vue purement financier, en fait, puisque aujourd'hui, la plupart des chantiers, quand vous leur commandez un cargo à voile, ils vont vous dire « Ok, je m'engage sur la partie bateau, ça je sais faire, c'est mon métier,
Par contre, vos voiles bizarres, moi, je ne peux pas prendre le risque qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas. Donc ça, ce sera de votre côté, vous gardez le risque lié aux voiles. Et ça, pour nos financeurs, notamment pour notre banque, c'est inaudible. Et donc, pour nous, au départ, qui sommes au début de cette grande aventure de la propulsion par le vent, un des grands enjeux, c'est de trouver un chantier qui dit « Ok, je vous fais un cargo à voile et je me porte garant de tout, des voiles, du bateau et des performances globales. » Donc ça a été le cas pour RMK. Et au-delà de ça, juste on a eu un vrai crush avec toute l'équipe du chantier. Et donc on est hyper content d'attaquer la construction du bateau avec eux. Et j'ai une dernière diapo pour vous parler un peu du calendrier. Mathieu en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il disait qu'on n'allait pas tout de suite faire chauffer les chalumeaux. En gros, vous voyez, entre l'effectivité du contrat jusqu'à la découpe de la première tôle, il va se passer, si mes comptes sont bons, 10 mois. Donc en fait, on a 40% du temps de construction. Je ne vais pas dire rien se passer parce qu'il se passe plein de choses, mais je veux dire, on ne va pas commencer à construire le bateau. C'est juste du design. Et donc du design, c'est la réalisation des plans de détail, le plan de découpe des tôles, le plan des tuyauteries, les plans électriques, la commande de l'acier aussi, la commande des moteurs, la commande de tous les équipements. Et donc c'est ça qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que le chantier avance dans toutes ses études et valide tout ça avec nos équipes techniques. Donc on appelle ça l'approbation des plans. Et donc on reçoit des plans et puis on doit dire OK, pas OK, cette vanne d'air comprimé, je la veux pas là. Cette porte, est-ce qu'on peut la décaler? Oui, ça vous coûtera plus, ça vous coûtera 50 000 $ de plus. Bon, bah non. Enfin, voilà. Voilà un peu la phase dans laquelle on va être jusqu'à la fin de cette année. Ensuite, à partir de là, jusque-là, vous voyez, c'est assez rapide finalement. En 7 mois, le bateau il est construit. Donc, si l'ensemble du process met 26 mois, en 7 mois, on construit le bateau. C'est-à-dire qu'une fois qu'il commence à découper les tôles et à les assembler, pouf, en quelques mois, le bateau prend forme et le bateau est mis à l'eau. Et puis là, de nouveau, il faut reprendre son mal en patience et attendre encore 7 mois, je crois. Ça, hein, de juillet à mai. Ah ben non, non, plus encore. Bon, je vous laisse calculer. mais plus de 30%, plus d'un tiers du temps pour faire ce qu'on appelle l'outfitting, donc peindre le bateau, équiper les cabines, mettre des matelas, installer les instruments de navigation, installer les moteurs, etc. Et donc, livraison prévue donc, pour mai 2027, donc dans un peu moins de 2 ans maintenant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie technique, pour résumer en quelques mots. Alors, un petit temps pour des questions-réponses avant qu'on passe à la partie que vous attendez tous, le rapport financier. Donc, voilà, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous dire ou des choses qu'on n'aurait pas dites, on a été très court, hein, on est plus détaillé dans le rapport d'activité qu'on vous a fourni et qu'on vous a envoyé il y a une quinzaine de jours. Mais voilà, là, le but, c'était de faire assez rapide et puis maintenant de laisser un petit temps pour les questions. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Devèvre. J'avais une question par rapport à l'armement du navire, sur comment vous allez recruter les équipages, etc., la nationalité. Donc le navire, il va être armé au pavillon RIF, Registre International Français, et on aura un équipage franco-malgache. La volonté de Wincop, c'est bien sûr d'avoir une verticale éthique écologique qui correspond à l'utilisation des voiles, le choix délibéré d'aller plus lentement, etc. Il y a une verticale éthique financière qui correspond au fait d'être organisé en coopérative avec une profitabilité limitée, le fait que vous soyez tous sociétaires, etc. Et il y a une dernière verticale qui est l'éthique sociale. Et donc, au niveau de l'éthique sociale, parmi les grands partis pris qu'on a eus, ça a été, globalement, je fais un petit rappel de la situation. En gros, sur les navires français,
qui sont au registre international français, vous allez avoir, on va dire, 5 officiers français, puis ensuite une quinzaine de personnes d'équipage, souvent philippins sur les navires français. Après, ça peut être aussi des Ivoiriens ou des Malgaches qu'on va embaucher parce qu'on les paye moins. Parce qu'on les paye moins et qu'ils vont naviguer très longtemps. Ils vont faire des embarquements de 9 mois. Et donc, c'est ça qui est souvent pointé du doigt, c'est que c'est des conditions de navigation qui sont, je ne vais pas parler d'esclavage moderne, mais finalement quand même pas loin. Et donc, un des grands engagements de WinCub, c'est justement de ne pas faire de dumping social, de ne pas embaucher des marins étrangers sous prétexte de les payer moins. En revanche, comme là, on va faire France-Madagascar, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait que des marins français, donc on va embaucher des Malgaches. Encore une fois, j'insiste, pas au prétexte de les payer moins. Enfin, ce n'est pas la raison pour laquelle on va les embaucher. Ensuite, l'autre engagement qu'on va voir, ça va être de proposer des temps d'embarquement qui seront identiques pour les Français et pour les Malgaches. Et donc, on ne va pas... Enfin bref, je ne vais pas me répéter, Donc, mais l'idée, des temps c'est pas de faire d'embarquement naviguer de 2 mois, hein, et en droit français, Ouais. 2 mois à bord, 2 mois à terre, 2 mois C'est ça. de vacances, entre guillemets. Donc ça, c'est ce qu'on Ouais. n'a pas les Malgaches qui embarquent 9 mois et puis ils s'arrêtent une semaine et puis ils réembarquent 9 mois et en fait, ils ne Ouais. vont pas grandir leurs enfants. Ouais. Là, ils auront effectivement 2 mois de vacances à chaque fois Ouais. entre 2 embarquements. L'idée, ouais, c'est qu'on veut limiter au maximum à 3 mois les périodes d'embarquement. Que là, une rotation du bateau, ça va être 2 mois. L'idée, c'est pas que les Malgaches prennent l'avion pour embarquer à Marseille et que les Français prennent l'avion pour embarquer à Diego Suarez. Donc, en gros, tout le monde fera une rotation. Et donc, les embarquements feront un peu plus de 2 mois. Et que te dire de plus, 10 personnes d'équipage. C'est un petit bateau, 10 personnes, donc à peu près moitié-moitié. Voilà. Et on va commencer les recrutements d'ici 1 an. Voilà. Oui, bonjour. Jean-Marc Samuel, moi je suis dans le fluvial, mais est-ce que ce sont les mêmes voiles que Canopée? Et est-ce que j'ai vu des performances que vous avez publiées qui avaient l'air pas mal, le bilan de Canopée, donc c'est un peu par rapport à ça. Donc voilà, qu'est-ce que c'est les mêmes voiles? Est-ce que tu as un retour d'expérience sur ces voiles sur un autre bateau ou pas? Alors les ailes pour lesquelles on a opté, c'est pas celle de Canopée, c'est un autre constructeur qui s'appelle CWS. Et ce sera là aussi la première fois qu'on embarque ces ailes. Enfin, je dis là aussi parce que sur Canopée, c'était les premières voiles Ocean Wing. On avait fait ce pari-là, mais de toute façon, c'est une industrie qui est naissante, hein. Et donc là, avec WinCop, là aussi, on va essuyer les plâtres en quelque sorte et tester une nouvelle technologie, celle de CWS. C'est des ailes entièrement rigides. On est assez confiant dans le fait que ça a bien marché. Parce que, si tu veux, on fait beaucoup de calculs, beaucoup d'études, et on se demande toujours si on n'a pas oublié quelque chose, on essaie de se rassurer. Quand on regarde dans le rétroviseur, en 2018, quand on a conçu le projet Canopée avec les équipes de VPLP, Gishmar, en vrai, on était beaucoup moins avancé. Et tout le monde était beaucoup moins avancé, hein, autant VPLP que Ocean Wing, ceux qui ont fait les voiles. Et finalement, le bateau, il marche, comme tu viens de le dire, on vient de révéler des chiffres, le bateau, il fonctionne comme prévu. Donc, pour toutes ces raisons, on pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit déçu par le système d'ailes CWS. Et ensuite, pourquoi ces ailes-là et pas d'autres? On essaie d'être agnostique dans notre approche, de regarder les performances, bien sûr, mais aussi le prix, le nombre d'années de garantie que va nous offrir le constructeur, la place que ça prend sur le pont, le poids, le nombre de conteneurs que tu perds si tu mets tel ou tel type de voile. Et donc tout ça pour te dire que c'est un choix qui est multicritère, qu'on a mené de manière très neutre et on a mis en concurrence 3 technologies de voile. Le choix n'était pas facile parce qu'on avait un bon fit avec chacune des 3 équipes. On avait envie de faire les 3 versions du bateau, mais il fallait bien choisir. Et donc finalement, c'est CWS qui a à la fin arraché notre choix en nous proposant, enfin voilà, au jeu de la mise en concurrence, quoi. Mais si tu permets, moi j'aime bien expliquer qu'est-ce que c'est une aile rigide et la différence de ce système-là. Donc vous savez, une voile, ça fonctionne à la perpendiculaire, hein, c'est-à-dire que pour que le bateau avance, les voiles, elles vont plutôt être dans ce sens-là, avec un vent qui vient de travers, comme ça, et qui va tirer le bateau. D'ailleurs, plutôt dans l'autre sens, là, pour le coup, parce que l'extrado est ici. Donc, voilà, si le vent vient là, ça va tirer le bateau.
Mais avec une voile, autant on peut la bomber facilement d'un côté ou de l'autre. Pour changer de bord, c'est assez facile, hein, et on le voit, le voilier, où tout d'un coup, pouf, la voile se gonfle de l'autre côté. Là, c'est pas possible. Vous voyez, tel que là, l'extrado, c'est-à-dire la partie la plus longue, est ici. Donc, il va pouvoir avancer avec un vent qui vient de bâbord. Mais si je tourne ma voile comme dans l'autre sens, je vais tout casser. Ça va pas marcher parce que l'extrado sera. Donc, il va juste reculer mon bateau. Ça marchera pas. Pour ça, le système Ocean Wings, c'est d'articuler la voile en faisant 2 morceaux comme ça. Donc, une aile, c'est 2 morceaux, et qu'on articule, et du coup, on crée mécaniquement l'intrado et l'extrado d'un côté ou de l'autre. Donc, on a quand même un profil qui est plus optimisé, parce que c'est un profil rigide, et par rapport à une voile, ça permet surtout d'avoir un bord d'attaque et un bord de fuite optimisé pour éviter les perturbations qu'il y a sur une voile souple, donc on est plus optimisé. Mais malgré tout, on n'a pas trop le choix de la forme. On n'arrive pas complètement à simuler comme ça la forme d'une aile d'avion, qui est grosso modo la meilleure forme. Donc, le système qu'on a choisi, c'est une forme d'aile d'avion. Je ne vais pas vous les sortir là, mais bon, voilà, c'est une forme qui est vraiment complètement optimisée. Et du coup, pour réussir à changer de bord, l'articulation, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle est comme ça, et quand on veut changer de bord, ça se plie comme ça. On réaccroche en bas, on décroche de l'autre côté, et on redéplie dans l'autre sens. Et on a changé de bord parce que, bien sûr, en fait, l'extrado, il était là, et l'extrado, maintenant, il est là. Et donc, on a changé de bord, et ça se fait en 2 minutes, 3 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça va être assez impressionnant comme truc, mais avec ça, on a certainement la puissance, le système qui offre la plus grande puissance rapportée à la surface, parce qu'on a le profil idéal, en fait, qui va vraiment, avec le moindre souffle de vent, proposer la plus grande propulsion. Donc c'est aussi une des raisons qui nous a fait choisir ce système. J'ai vu dans la présentation qu'il y a un moteur sur ce bateau à propulsion MGO. Pour moi, c'est du diesel. Est-ce qu'il y a effectivement, puisque Windcup plus les voiles, quand on me parle d'un moteur à propulsion diesel, ça me fait un effet de questionnement. Ma question, c'était quelle est donc la part de consommation en diesel pour acheminer le bateau? Est-ce que le moteur sert au démarrage et à l'arrivée? Est-ce qu'il peut servir en cours de trajet quand il n'y a pas de vent? Voilà, c'est la question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est la livraison du bateau entre la... Ah oui, oui. Ouais. Ben, on pourrait faire comme il y a 100 ans, à l'époque des clippers, qui allaient chercher la vanille et les épices et les clous de girofle. Le problème de ça, si on ne veut pas utiliser du tout le moteur, c'est que ça risque de mettre du temps. Et donc, les moments où on va arriver dans des zones où il n'y a pas de vent, il va falloir attendre très longtemps. Et ça, c'est pas tant que nous, on ne soit pas OK avec ça, c'est que ça va coûter très cher aux clients et que les clients ne sont pas OK avec ça. C'est-à-dire que plus on est long, ça peut paraître curieux, hein, c'est peut-être contre-intuitif, on pourrait se dire bah, si le client est prêt à attendre longtemps, pourquoi pas? En fait, le problème, c'est que plus c'est long, plus on passe de temps en mer, et durant ce temps, bah, il faut continuer à payer les marins, à rembourser le prêt à la banque, payer l'assurance, etc. On a tous nos frais fixes qui courent, et donc à la fin de l'année, si vous faites des voyages entre la France et Madagascar sans utiliser le moteur du tout et que à la voile, vous aurez fait moitié moins de voyages, et donc vous allez devoir doubler vos prix pour arriver à payer tous vos coûts. Donc, pour cette raison-là, on doit garantir une certaine vitesse de transport parce que nos clients ne peuvent pas envisager que tantôt on fasse le voyage en 30 jours et tantôt on le fasse en 45 et d'autres fois en 50. Parce qu'on s'inscrit dans une chaîne logistique complexe, que les clients ils ont un agenda qui est précis, et qu'en amont et en aval, il y a des camions qui nous attendent, et des bateaux, et des trains, et donc on ne peut pas dire « Ah bah zut, j'avais pas de vent juste avant d'arriver, et donc je n'ai pas démarré mon moteur ». Donc oui, on utilise un petit peu le moteur,
parce qu'on pense qu'on n'arriverait pas à vendre une solution 100% en voile, et on essaie de l'utiliser le moins possible. Et donc, pour l'utiliser le moins possible, ça passe par designer un bateau le plus vélique possible, avec les fameuses ailes dont vient de parler Mathieu, et le fait de faire le choix résolu d'aller très lentement, d'opter pour une vitesse moyenne qui sera seulement de 9 nœuds. Et c'est ça qui nous permet d'optimiser le plus possible l'utilisation des voiles. Mais le 100% voile sans moteur, d'autres le tentent, hein, d'autres vont le faire, mais automatiquement, vous basculez dans des prix de transport très chers et du coup, vous cantonnez un marché de niche de marchandises à très forte valeur ajoutée qui peuvent se payer le luxe finalement de ce niveau de prix. Nous, on fait le choix un peu de moins de radicalité, et de toute façon, on en parle souvent, hein, WinCop, c'est que du compromis, des compromis qu'on fait partout, et à chaque fois, on essaie de bien réfléchir à l'endroit où on veut placer le curseur de la radicalité de chacun de nos choix pour être à la frontière entre la radicalité et en même temps le pragmatisme. Voilà. Mais après, on peut... Au final, on va utiliser la voile en moyenne sur l'année 60% du temps. Ce sera bien sûr différent d'un voyage à l'autre selon les conditions météo, mais les simulations, maintenant on fait des simulations assez poussées qui nous donnent, voilà, cet objectif-là. On va refaire des simulations dès qu'on aura les plans définitifs, on pourra être plus précis que ça. Et ça devrait diviser le bilan carbone par transport actuel de Madagascar. Là, nous à Arcadie, on a pas mal d'expérience avec un certain nombre de containers. Maintenant, on peut avoir le bilan carbone par bateau et donc de suivre un bilan carbone précis, pas une moyenne sur du transport comme on peut l'avoir dans les grilles de l'ADEME. Mais là, moi, j'ai pu calculer un bilan carbone effectif sur 3 ans, sur les 3 dernières années, avec tous les containers qu'on a importés d'Arcadie. Et avec ce qu'on va obtenir, malgré le fait qu'on utilise le moteur, on devrait diviser le bilan carbone par 3. Alors effectivement, les autres, nos collègues qui font du transatlantique, ils obtiennent de bien meilleurs résultats parce qu'ils font le choix de prendre une route qui est extrêmement ventée. La transatlantique, c'est entre guillemets facile parce qu'il y a du vent dans un sens et dans l'autre tout le temps. Il y a jamais de panne de vent. Il y en a un peu plus, un peu moins, mais il y a tout le temps du vent. Mais si on se limitait au transport à la voile à cette route-là, ce serait un petit peu dommage d'exclure tout un tas de zones qui sont moins ventées. Donc pour ça, le moteur est indispensable. Nous, le choix qu'on fait, c'est qu'un moteur qui sera effectivement au diesel, mais au vrai diesel, pas au fuel lourd comme les autres porte-containers. Donc c'est toujours des émissions de CO2, mais c'est nettement moins d'émissions de soufre et de particules fines. Donc ça a quand même un impact. Le transport maritime, ça a un impact sur le CO2, mais ça a beaucoup d'impact sur les particules fines. Hein. Je crois qu'il y a une étude qui estimait à 60 000 personnes le nombre de décès supplémentaires par an en Europe dus au transport maritime. Donc voilà, c'est assez énorme, juste les porte-containers qui arrivent dans les ports et qui émettent des particules fines. Voilà, donc nous, on va diminuer drastiquement ça. Le diesel, on a toujours un petit peu, mais quand même nettement moins que les gros porte-containers au fuel lourd. Donc voilà, c'est le truc. Après, pour le moment, on n'a pas fait le choix d'aller vers des carburants alternatifs parce qu'il n'y a rien qui est mature et c'est toujours la même chose. Enfin, on en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais pour le moment, voilà. Et après, le bateau est potentiellement prêt à changer de carburant si à un moment donné, il y a un carburant moins polluant qui émerge. Oui, Nils, rebonjour. Mon voisin a une question intéressante, donc je vais la poser. Est-ce qu'à terme, vous comptez embarquer des passagers ? Oui, on va embarquer des passagers et il y aura 12, alors pas 12 cabines, mais 12 bannettes, 12 places sur le bateau pour les passagers. Pas plus que 12 parce que sinon on change de catégorie et on ne serait plus un navire de transport de marchandises, mais un navire à passagers. Et là, ça génère des surcoûts de construction très importants et même d'exploitation aussi sur le système d'extinction, incendie, le type de construction. Enfin bref, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais bref. En dessous de 12, ça coûte pas cher en termes de construction. C'est juste quelques cabines de plus, quelques bannettes superposées. Et donc, on se doute bien qu'on aura de la demande, je pense, parce que le bateau il est chouette et que la ligne elle est chouette aussi. Et donc, il y aura des places voilà, vous pourrez monter à bord si vous le souhaitez. Après, ça restera assez cher par rapport à ce qui se fait en avion.
L'ordre de grandeur, ça va être autour de 100 € par tête et par jour. C'est ce qui se pratique aujourd'hui, même si tu veux embarquer sur des bateaux de CMA CGM ou d'autres compagnies, à peu près le prix moyen. Donc ça te fait quand même un voyage à 3 000 €. Après, il faut mettre ça au regard de ce que tu aurais dépensé si tu étais à terre. Là, tu es nourri, logé, pas blanchi, mais voilà. Donc voilà, donc oui, il y aura des places, et ça coûte ce prix-là, et vous serez les bienvenus. Juste une petite question sur la partie plutôt technique et voire technologique du bateau. Est-ce que vous avez des interactions avec d'autres constructeurs, je pense enfin d'autres solutions de fret à la voile qui se sont lancées récemment ou pas d'ailleurs, mais vraiment sur l'aspect technologique du bateau, quoi. Ouais, globalement, il y a une bonne émulation en France dans la propulsion par le vent. Il y a pas mal de jeunes néo-armateurs comme nous qui se sont lancés depuis 5, 10, 15 ans pour les plus vieux. Donc je citais TOWT, Neoline, Vela, Grand Sail, Zephyr et Boré, Wincop, ICO, bref, il y en a pas mal. Et donc on est tous réunis au sein d'une association qui s'appelle Winship. L'association, son rôle premier, c'est quand même de faire du lobbying pour la grande cause de la propulsion par le vent, faire évoluer la réglementation, etc. Mais tout ça pour te dire qu'on se serre les coudes. Il y a parfois un peu de concurrence entre les uns et les autres, mais globalement, il y a une chouette ambiance, on se parle beaucoup et on partage pas mal. Et donc là, par exemple, pour Neoline, qui vient de construire le bateau dans le chantier RMK, pas plus tard que la semaine dernière, on échangeait sur le suivi de chantier, faites attention à ça, soyez vigilants là-dessus. Enfin, ouais, voilà, c'est assez ouvert et l'ambiance est bonne. Donc oui, on échange. Oui, bonjour. J'ai cru comprendre que la technologie vélique était assez nouvelle, assez innovante. Est-ce que vous avez prévu une formation des équipages à ce type de technologie? Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup ni d'officiers ni de marins qui sont formés à ce genre de choses. Voilà, je voulais savoir s'il y avait des prévisions dans ce sens-là. Il y aura une formation qui sera faite en interne. Voilà, c'est une question qui revient souvent. Alors moi, j'ai pas beaucoup navigué, mais à la base, je suis marin. J'ai fait l'école de la marine marchande. On a une formation, en somme, assez classique, qui nous apprend à être officier de marine marchande. Et après, vous sortez de l'école et vous allez aller naviguer sur des tas de navires différents qui nécessitent une expertise très particulière et très poussée. Et donc, vous allez passer des stages et des formations en interne pour vous spécialiser soit dans le transport du gaz naturel liquéfié, soit dans la pose de fibre optique, la pose de câbles offshore, soit dans le positionnement dynamique pour faire des travaux offshore le long des plateformes pétrolières, soit dans la prospection sismique. Et donc tout ça, c'est des métiers qui sont extrêmement pointus, mais on ne vous apprend pas à l'école à le faire. Et c'est OK comme ça. Et vous apprenez, entre guillemets, sur le tas. Enfin, c'est l'entreprise qui vous forme. Donc nous, ce sera comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais on nous demande souvent s'il va falloir changer la formation dans l'école de la marine marchande. Je ne pense pas à ce stade. On formera nos marins. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que tous les fournisseurs de voiles qui veulent concevoir des voiles pour l'industrie, pour le shipping, un de leurs grands soucis, c'est de faire un système hyper robuste, hyper simple et, je veux dire, bête comme chou. C'est peut-être pas le bon mot, mais vous voyez l'approche, une approche un peu on-off, une sorte de moteur éolien. Donc l'idée, c'est que vous, demain, si vous êtes officier de marine marchande, mais pas un expert de la voile, normalement, vous savez vous servir du système. Et un dernier mot, et désolé, je suis un peu long. Il y a un système de routage météorologique, un logiciel qui va nous donner la route à adopter. C'est déjà le cas sur un des projets sur lesquels on travaille, le bateau Canopée. Et donc, le routage météorologique d'un cargo à voile comme ça, c'est pas fait à la main et juste avec l'expertise du capitaine. Il y a un logiciel qui va nous dire va plus vite, va moins vite, va à droite, va à gauche. Et là, tu vas bénéficier de tel courant, de telle dépression qui est en train de se creuser, etc. Donc, normalement, voilà. En tout cas, c'est le cas sur le Canopée, le premier bateau qu'on a développé. Il y a un des deux capitaines qui est voileux, l'autre qui ne l'est pas, et les deux arrivent très bien
à tirer avantage des voiles et du bateau. Je me permets juste de rajouter que je crois qu'il y a un nouveau cours qui va être ajouté quand même à l'ENSM à partir de septembre sur le Vélic. Et je crois qu'il faut qu'on passe à la suite. Il y a encore d'autres questions, mais je ne sais pas quel est le timing. Ouais. Et on a eu un petit retour des gens qui sont en ligne. Et il faut qu'on fasse attention quand on parle et de ne pas trop coller le micro au menton. Ok. On aura le temps après de continuer à discuter. Voilà, c'est vrai qu'il faut qu'on enchaîne un petit peu pour tenir le timing parce qu'à 18h, il y a d'autres personnes qui arrivent pour la partie post-AG. Donc, je vais essayer de vous présenter la partie financière le plus clairement et le plus rapidement possible. Classiquement, quand on présente un bilan financier d'une entreprise, on compare les dépenses et les recettes. Et soit il y en a un qui dépasse l'autre et on a fait du bénéfice, sinon on a fait du déficit. Nous, notre spécificité, c'est que pour le moment, on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc, on ne fait que dépenser l'argent. Et donc, là, on dépense quel argent? Celui que vous nous avez confié. On vous a demandé de l'argent pour le mettre dans le bateau, mais on a aussi tout le temps qu'on passe, nous. Donc, bien sûr, l'année dernière, on était en déficit. Cette année, on est de nouveau en déficit. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de cliquer dans la pièce jointe de la convocation sur la plaquette, le bilan compte de résultats. Je crois qu'on a un déficit d'environ 500 000 euros. Et donc là, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est à quoi ça correspond en fait. Et il se trouve qu'on peut distinguer nos dépenses en deux catégories. Il y a les dépenses de fonctionnement, il faut payer les salaires, le loyer, les déplacements, les services divers de comptabilité, de choses comme ça. Et il y a les dépenses qui sont spécifiquement destinées au bateau, au développement du bateau. Et ça, ces dépenses-là, on va pouvoir les immobiliser. Alors les immobiliser, vous n'êtes pas forcément tous familiers avec ce système comptable qui permet de dire si j'achète une maison en 2025, je vais la garder pendant 15 ans. Donc même si la dépense, je la fais en 2025, finalement, je peux comptablement la diviser par 15 et avoir un 15e de dépenses chaque année pour équilibrer un petit peu et pouvoir comparer en fait, non pas le moment où je sors l'argent, mais la part que j'utilise en fait de l'année. Donc ça, l'avantage, c'est que ça permet de payer à crédit comptablement une dépense. Souvent, quand on immobilise, en même temps, on fait un prêt sur la même durée et qui permet de faire correspondre à peu près comme ça. Oui, mais comme ça ne fait plus rien. Il faut parler plus fort. Hein? Essayez de parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez quand c'est comme ça? Non, non, c'est ça. Je pense qu'à distance, ils ne m'entendent pas non plus. Pas collé. Il faut au moins que si ça ne sonne pas dans les... Comme ça, c'est bien. Là, comme ça, c'est bien. Alors, j'essaye de rester comme ça. Je me concentre. J'essaye de rester comme ça. Donc, nous, c'est le cas. On va pouvoir amortir et du coup faire rentrer un certain nombre de dépenses dans l'emprunt. Et donc, comment ça se passe? On n'a pas encore touché l'emprunt. Pour le moment, c'est bien Wincop qui fait les dépenses. Mais une fois qu'on va commencer à tirer l'emprunt, à ce moment-là, toutes ces dépenses, la banque va nous les rembourser. Et on lui repaiera bien sûr dans le remboursement du prêt qu'on va lui faire sur 12 ans. En l'occurrence, nous, c'est 12 ans. Donc, en gros, ça, c'est ce qui s'appelle les immobilisations. Et au total, en fin d'exercice, en fin 2024, on avait, parmi les dépenses, 647 000 euros qui ont été comme ça immobilisés. En fait, on avait déjà 591 000 en 2023. Et là où les choses se sont complexifier un petit peu les choses, et j'en suis désolé parce que ça perturbe un petit peu la lecture du bilan, c'est que l'année dernière, quand on a fait l'immobilisation, on a été un peu trop enthousiaste, et il y a certaines dépenses qu'on a immobilisées alors qu'en fait, elles n'étaient pas, comme les dépenses commerciales, logistiques et des choses comme ça, qui en fait ne sont pas directement accrochables au bateau, mais qui sont plutôt des dépenses qui vont rester la propriété de Wincop. Donc en fait, on ne peut immobiliser que les dépenses qui sont directement liées au plan du bateau ou à son financement. Et du coup, on va le voir, on a pu immobiliser des dépenses de recherche de fonds, de communication, de choses comme ça qui vont rentrer dans les immobilisations. Du coup, on a été obligé de faire une reprise d'immobilisation de 2023, on avait été trop... voilà, donc on se retrouve avec une charge exceptionnelle cette année. Vous verrez, la ligne charge exceptionnelle, ça rajoute quasiment 200 000 euros en moins sur le bilan, mais c'est juste une écriture comptable. Dans le bilan, on les avait dans les immobilisations, on les a repassés en charge. Voilà, mais de toute façon, ce n'est pas de l'argent qu'on a dépensé en plus, il était dépensé, mais simplement on l'a repassé en charge. Et donc on rajoute en 2024 232 000 euros de plus d'immobilisation, et c'est ce qui nous amène à ce total-là.
Donc si tu peux passer la diapo suivante. Ensuite, pour ce qui est de la partie des frais généraux, il y en a pour environ 282 000 euros. Alors il y a 110 000 euros de salaire. En fait, il y a un petit peu plus. Hein, on a un peu plus de 200 000 euros de salaire. Mais comme il y a une partie de ça, le salaire qui est consacré justement à, comme je vous disais, la recherche de fonds et la communication liée à la recherche de fonds, et ben ça, c'est une partie du salaire qu'on immobilise. Et ça vient dans le bilan, quand on doit immobiliser, en fait, on le met en produit. C'est bon, les techniques comptables, je ne rentre pas dans les détails, mais vous ne vous étonnez pas, je vous dis qu'on n'a pas fait de chiffre d'affaires. Et si vous regardez le compte des résultats, vous verrez qu'il y a quasiment 100 000 euros dans la catégorie produit. Et ben en fait, c'est ça, c'est simplement du salaire qu'on a dépensé d'un côté et qu'on remet en produit pour équilibrer et le passer en immobilisation. Donc au final, ne reste véritablement qu'à notre charge que 110 000 euros de salaire. Voilà, je ne vous dis pas le détail des autres dépenses, hein, qui sont des dépenses assez classiques, simplement pour dire que ben voilà, vous êtes nombreux à avoir pris en plus des parts sociales des titres participatifs. Et les titres des participatifs, à la différence des parts sociales qui risquent de ne pas rapporter grand-chose avant quelques années, le temps qu'on décide peut-être un jour de distribuer du résultat. Par contre, le titre participatif, il a la spécificité de générer un intérêt tous les ans fixe, en l'occurrence de 4%. Et donc ça nous a amené à verser 33 000 euros sur 2024. Ça a été un petit peu compensé parce qu'on a placé l'argent, comme on avait levé tout cet argent et qu'on n'avait pas encore payé le chantier, on a pu le placer sur un compte à terme à la NEF et à la CIC, qui nous ont rapporté 19 000 euros, ce qui fait que nos charges financières ne sont que de 14 000 euros cette année, et on arrive aux 282 000 euros. Si tu peux passer la diapo suivante, on a quand même quelques charges exceptionnelles, donc comme je vous disais, quasiment 200 000 euros. Là-dessus, on retrouve la reprise d'immobilisation, donc encore une fois, c'est juste une écriture comptable, et en plus concret, il y avait une petite erreur sur le bilan précédent, les intérêts de titres participatifs que je viens de vous dire pour l'année 2023, comme on les paye l'année suivante, on avait oublié de les provisionner dans le bilan de 2023. Donc du coup, on est obligé de les mettre en charge exceptionnelle cette année. C'était 24 000 euros l'année dernière. Et puis, bon, voilà, après, c'est du détail. Donc au niveau produit, on retrouve, là, il y a une erreur dans le tableau que j'ai oublié de corriger. C'est bien 93 000 euros, je crois, pour ceux qui suivent. Et on a fait une petite refacturation de salaire. Donc on arrive à quasiment 100 000 euros de produits. Mais encore une fois, tout ça n'est que virtuel. Pour vous donner une idée, en général, un bilan, on compare l'année N et l'année N-1 pour voir un petit peu l'évolution. Nous, dans notre cas, cette comparaison, si vous l'avez regardée, elle est un petit peu difficile parce que notre bilan précédent, il était plus long. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais comme l'entreprise a été créée en mai, on a décidé de faire le premier exercice long, c'est-à-dire qui fait 20 mois, et le deuxième exercice. Donc, comparer un exercice de 20 mois et un exercice de 12 mois, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Donc là, j'ai fait le travail de reclasser toutes les dépenses année par année pour que vous puissiez voilà, avoir une vision un petit peu de comment évoluent nos dépenses. Donc on retrouve cette ligne immobilisation avec ce qui a été immobilisé chaque année. Alors donc encore une fois, c'est surtout les études, les plans, les architectes navals, etc., qui représentent ce montant-là. Notre communication, ce qui reste de la communication qui appartient vraiment à Wincop et qui n'est pas dédié spécifiquement à la levée de fonds, hein, sinon ce qui est la communication dédiée à la levée de fonds, elle arrive en immobilisation. Un peu de sous-traitance parce que tout le monde n'est pas salarié. On se base sur Zéphyr et Boré qui nous prête un certain nombre de salariés. Notre commercial à Madagascar, c'est pareil, il n'est pas salarié. Voilà, donc il y a des choses qui apparaissent en sous-traitance. Les frais de fonctionnement classiques, donc comme je vous disais, loyer, etc. Les salaires et charges. Et puis voilà, les frais financiers, ce sont les intérêts des TP. Donc vous voyez, en gros, on a dépensé 500 000 euros par an depuis le lancement du projet. Ce qui fait que, ben voilà, sur les 6,8 millions qu'on a levés, on a déjà utilisé 1,4 million, hein, c'est le total qu'on voit là, qui ont été consommés sur cet argent que vous nous avez confié. On va récupérer 646 000 euros, la banque va nous rembourser ces 646 000 euros qui vont revenir dans le fonctionnement, mais le reste, la différence, donc ça fait environ 800 000 euros. Ça, c'est de l'argent effectivement qui a été dépensé et il va falloir continuer à en dépenser dans les 2 années à venir avant qu'on ait notre premier chiffre d'affaires. Donc, c'est à la fois beaucoup d'argent et à la fois très peu. Franchement, c'est vraiment l'enjeu, hein, ce qu'on appelle le cash burn en anglais, c'est-à-dire on brûle du cash. Une entreprise qui démarre comme ça, elle est obligée de mettre beaucoup d'essence dans le moteur avant de pouvoir commencer à vraiment faire du chiffre d'affaires. Et c'est un enjeu très fort parce que si on ne dépense pas assez d'argent, et ben en fait, on ne va pas réussir à démarrer.
Et si on en dépense trop, on va tout cramer avant de pouvoir se lancer. Donc, c'est vraiment un enjeu. Et moi, je suis assez fier du résultat. Ne dépenser que 500 000 euros pour lancer un projet de cette taille-là, c'est vraiment top. Et ça fait que, voilà, on est très confiant sur la suite. On a pu payer le bateau, donc on n'est pas coincé là-dessus. Donc c'est une bonne étape pour nous. Voilà, très rapidement, j'espère que j'ai peut-être été trop rapide dans certains cas, mais c'est pour essayer de vous donner quelques éléments. Bien sûr, après, je vous invite à vous reporter, pour ceux qui sont un petit peu habitués aux chiffres, au bilan compte des résultats qui vous donnent un petit peu plus d'éléments techniques. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Merci. Pas de questions sur les finances, je pense que ça arrange tout le monde. Du coup, on en est où du timing? Là, comme ça? Ouais. Il nous reste 30 minutes, donc pour... Ah. Ok, alors il y a une question sur les comptes. On a abordé une filiale et quelqu'un voudrait des précisions sur cette filiale, tout simplement. Alors effectivement, dans le domaine maritime, classiquement, on met chaque bateau dans une filiale spécifique, un peu l'équivalent d'une SCI pour une maison. Hein, au lieu de, voilà, on sépare ça dans une coquille juridique distincte qui ne fait que ça, en fait. Elle fait rien, cette coquille, c'est juste qu'elle détient le bateau. Et donc, Wincop a créé cette filiale et en est propriétaire à 100%. Dans certains cas, créer une filiale, de la même manière qu'une SCI, c'est aussi une manière de faire rentrer des personnes, des investisseurs, au niveau de la filiale, au lieu de le faire rentrer au niveau de la coopérative. C'est ce qu'on appelle le bras de levier, parce que du coup, en mettant que la moitié de l'argent dans la filiale, on garde la majorité et on peut faire rentrer des gens sans perdre la majorité, alors que si COP n'a pas ce problème de majorité, et du coup, on a une filiale propriétaire à 100%, mais ça reste un outil pratique pour isoler un petit peu l'actif de l'exploitation. Et donc, effectivement, on a créé une filiale qui s'appelle Solaris, avec 2 O, et en fait, c'est la filiale qui a passé commande du bateau. Nous, on lui verse l'argent en compte courant, hein, comme on est l'unique actionnaire de la filiale, on met tout l'argent qu'on a levé en compte courant, et avec cet argent, la filiale paye le bateau. C'est elle qui va recevoir l'emprunt bancaire aussi, et qui va payer le bateau. Et ensuite, pour rembourser l'emprunt, la filiale va nous facturer un loyer qui va lui permettre en fait juste de rembourser l'emprunt. Elle ne va pas faire de bénéfices particuliers. Et voilà. Et après, juste, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais en fait, il se trouve qu'il y a une deuxième filiale qui est créée, elle, par la banque, parce qu'on a un système qu'on appelle le crédit bail fiscal, qui fait que, grâce à ça, la banque va économiser des impôts. Et cette économie d'impôts, elle nous en reverse une partie. Et en fait, ça finance environ 12% du prix du bateau qui est payé, entre guillemets, par l'État. C'est une forme de subvention que l'État donne pour maintenir la construction navale en France, hein, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'il n'y en aurait plus. Et donc, là, il y a encore un outil. Voilà. Donc là, on rentre dans l'ingénierie financière. Mais tout ça, en tout cas, est très contrôlé. Ce qui a été important pour nous, on avait un petit doute au début, parce qu'en général, dans le secteur maritime classique, c'est l'occasion que les investisseurs viennent mettre leur nez dans tout et en fait contrôler le truc. Là, nous, on reste 100% propriétaire de cette filiale et on garde le pouvoir. Super, merci. Vous disiez, je crois, dans le rapport d'activité que vous allez faire une nouvelle levée de fonds quand même? Oui.
Oui, on pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais effectivement, en 2 mots, là, on a financé le bateau, et maintenant, il faut lancer la compagnie maritime. Parce que là, on est une petite équipe de 5, mais en fait, dans 2 ans, il va falloir vendre le service. Et donc là, il faut se mettre en ordre de marche pour être prêt à vendre le service dans 2 ans. Et donc là, il y a beaucoup de boulot. Il faut entre autres, par container, tout notre réseau d'agents commerciaux, etc., embaucher pas mal de monde. Voilà. Donc en gros, on a besoin, d'ici la mise à l'eau, de 3 millions d'euros. Donc là, on va lancer certainement à la rentrée, même si vous pouvez racheter des parts sociales tout au long de l'année, mais on va lancer une campagne un petit peu plus dynamique à l'automne pour trouver en tout cas au moins 1 million d'ici la fin de l'année et puis continuer. Donc on proposera à nouveau des titres participatifs. Et en plus, en parallèle de ça, on va commencer à préparer aussi les nouvelles lignes où là aussi on va rentrer. Alors le plan du bateau est fait, on va quand même économiser là-dessus, mais les démarches commerciales, etc., on commence d'ores et déjà, et ça, il va financer. Et après, on aura une 3e phase d'investissement où il faudra financer les prochains bateaux. Et en fait, voilà, comme nous, notre espoir, c'est d'avoir un jour 10, 15, 20 bateaux, et ben, on va rentrer comme ça dans quelque chose où régulièrement, on lancera des appels à financement pour des nouveaux bateaux. Tout à fait. Alors c'est très simple, hein, on va sur le site win.coop et on clique souscrire et en 5 minutes, on a pris une part sociale. Donc ça, cette partie-là est très simple, c'est ouvert toute l'année, hein, on est une coopérative, en fait la coopérative, on peut rentrer à tout moment. Il n'y a aucun souci et ça, il faut vraiment encourager tout le monde, c'est ouvert tout le temps. Après, nous, c'est en termes de communication qu'on dit, on lance une campagne de financement parce que on met un peu les bouchées doubles et classiquement en fin d'année, du fait du bénéfice fiscal, ben, c'est là qu'on obtient le plus de financement. Mais malgré tout, c'est possible tout le temps. Et simplement, va s'ajouter de nouveau une campagne de titres participatifs, donc ce que j'expliquais, qui sont un petit peu plus intéressantes financièrement. Et là, c'est plus sur des périodes plus limitées, donc vraisemblablement à partir de septembre-octobre, ceux qui veulent placer, alors nous on aime bien que ça se répartisse un peu, que vous preniez un peu des parts sociales et un peu des titres participatifs, mais voilà, il y aura une possibilité d'avoir un placement un petit peu plus rentable à l'automne. Encore 1 ou 2 questions et on passe à la suite. Oui, question complémentaire à ce que j'ai dit à l'Assemblée pré-AG, la réunion pré-AG. Les chargeurs engagés, est-ce qu'ils sont dans une aire géographique rapprochée de Marseille ou un peu partout? Deuxième, la réponse, enfin la suite, c'est quand vous parlez de poste acheminement, est-ce que vous êtes en train de travailler sur des postes acheminement de conteneurs complets, dépotage, éparpillement, stockage, enfin, toute la chaîne logistique en aval sur la France? Est-ce que vous y réfléchissez déjà en termes de décarbonation? Je fais venir Erwan qui est à fond sur ce sujet-là en ce moment, qui a visité le port de Marseille pas plus tard qu'il y a 15 jours. J'ai pas eu toute la question, mais... La question, c'est est-ce qu'il y a une aire géographique des chargeurs qui sont engagés qui est plutôt autour de Marseille? Et ensuite, est-ce que vous travaillez déjà sur la logistique post-déchargement? Et est-ce que ce sont des clients qui vont vous commander des conteneurs complets ou est-ce qu'il y aura du dépotage? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a manutention, etc. Il y a plein de cas de figure. Il faut savoir que la majorité de nos chargeurs, en fait, ils ne sont pas en France, ils sont à Madagascar. Il y a beaucoup de chargeurs qui nous ont pris du volume, enfin, qui ont fait des lettres d'intention et qui sont malgaches. Donc là, c'est même pas Marseille, c'est Madagascar. Après, sur la France, il y a plusieurs typologies. Il y a Arcadie qui est dans le sud de la France. Il y a des gens il y a Valrhona qui sont effectivement dans le sud. Lyon, c'est le sud. Voilà. Je sais pas. Et puis après, il y a des gens, on ne sait pas trop. Les transitaires, par exemple. Les transitaires, un AGS, ils font du déménagement. Ils vont faire du déménagement sur l'ensemble du territoire français. Et ensuite, ils vont tout centraliser dans leur dépôt à Marseille pour ensuite shipper vers Madagascar. Après, pour répondre à votre question sur l'empotage et le dépotage, c'est une vraie question et ça appartient vraiment à la sensibilité d'une part de la marchandise et d'autre part des chargeurs. Il y a des chargeurs, on leur dit, écoutez, pour l'environnement, c'est mieux de mettre ça sur un bâcher, un camion,
sans container. Et puis faites l'empotage au port, et puis comme ça, ça vous évitera de faire un aller-retour avec un camion et un container vide. Et ça leur va tout à fait. Il y a d'autres chargeurs qui disent « Ouais, mais moi, ma marchandise, elle est fragile, elle est empaquetée. » Je pense à certains chargeurs qui nous disaient que même sur des épices, par exemple, quand ils accueillaient le container à Marseille, ils avaient essayé une fois de dépoter à Marseille pour ensuite l'emmener en camion bâché sur leur site. Et en fait, le fait de dépoter le container faisait qu'ils avaient été obligés de contracter 2 camions parce que c'était plus du tout optimisé. Voilà, donc c'est un peu du cas par cas. Par contre, ce qu'on essaye, et ça c'est le service, c'est la mise en place de la ligne maritime. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'être au plus près des opérations de nos chargeurs. Donc en ce moment, peut-être que vous allez recevoir un coup de téléphone de ma part ou de la part de Yves à Madagascar, qui va vous demander des précisions en fait sur où est-ce que vous empotez, avec qui, comment. Et ça, c'est vraiment pour essayer de choisir au mieux nos dépôts de containers et s'acoquiner avec le bon agent maritime et ou le bon transitaire pour que vos opérations se passent le mieux possible sans qu'il y ait d'accroc. Voilà. Top, merci Erwan. Est-ce que je pense qu'il faut qu'on enchaîne sur le vote, parce qu'à la base, une AG, j'avais juste une dernière question, Mathieu, si c'est possible. Si c'est possible par rapport à... Bon, on parlait des chargeurs. Moi, j'avais juste une question, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler après ou pas, mais c'était quel était le niveau de fédération des chargeurs à venir s'inscrire dans ce programme quoi, de Windcoup. Est-ce qu'il y a une bonne dynamique ou cette dynamique, on est un peu en crise, hein, ça coûte aujourd'hui de transporter la marchandise. Est-ce que donc les chargeurs viennent vers vous? Là, on voit que on est à peu près à 60% de chargement, le bateau est chargé à 60% en moyenne. Et je voudrais savoir s'il y a une tendance à ce que le chargement du bateau augmente ou reste à 60% parce qu'on est à l'équilibre financier, quoi. On vise 80%. Ouais. Grosso modo, on franchit des caps au fur et à mesure que le projet devient plus concret. Il y a des chargeurs qui sont capables de s'engager sur un projet qui est un peu dans les limbes, et il y en a qui attendent de sentir. Donc là, on a vu, dès qu'on a signé le contrat, il y a tout d'un coup des chargeurs qu'on n'avait pas réussi à faire signer qui se décident. Et quand le bateau sera à l'eau, on sait qu'on franchira de nouveau une étape, parce qu'ils verront le bateau, ce sera concret. Ils verront qu'on fait bien 30 jours. Au lieu, moi, mon dernier container à Arcadie, il a mis 109 jours. Donc 30 jours, ça va être un argument. Mais voilà, il y a des gens qui ont besoin de concret pour se décider. On va avoir un autre temps de questions-réponses ouvert à plus de monde après les tables rondes. Donc je vais vous proposer de désoler pour ceux, j'ai vu d'autres mains se lever tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais désolé, il faut vraiment qu'on arrive à faire ce vote. Et comme ça, après, on sera plus tranquille pour échanger, soit en grand groupe, soit vous n'hésitez pas. Nous, on est là jusqu'à 22h. Donc voilà, avec plaisir pour répondre vraiment à toutes vos questions. C'est toujours avec plaisir. Mais là, il faut qu'on vote. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que beaucoup de gens ont voté à distance. Et grosso modo, vu la quantité de votes qu'on a à distance par rapport à la quantité que vous êtes là, en gros, les dés sont jetés. On sait que dans quel côté ça va tomber. Vous n'allez pas réussir à faire basculer le vote dans un autre sens. Vous n'en avez pas l'intention, hein, bien sûr, tout le monde. Voilà. Mais juste pour vous dire que on est obligé légalement de laisser le vote ouvert, voilà, et certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore voté, mais on ne va pas voter à main levée, c'est pas possible, on n'arriverait pas à comptabiliser, surtout avec notre système des collèges qui fait que c'est un petit peu compliqué de compter. La seule possibilité, c'est de voter en ligne sur votre téléphone ou exceptionnellement sur des ordinateurs qui se trouvent juste là à votre droite, si vous n'arrivez pas à vous connecter sur le mail que vous avez reçu, où il y a le lien « Accéder à votre espace personnel ». Et si vous ne l'avez pas encore fait, de vous permettre de voter. Donc maintenant, on va passer en revue toutes les résolutions, voilà, parce qu'il faut le faire. Vous allez voir, il n'y a rien c'est les résolutions classiques, hein, grosso modo, mais on les passe en revue et vous pouvez soit les voter au fur et à mesure, soit les voter toutes d'un coup. Mais voilà, une fois qu'on les aura passées toutes en revue, on va bloquer le vote sur le site et ça nous permettra d'avoir les résultats définitifs des votes, même si, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de surprises. On sait que toutes les résolutions ont obtenu au moins la majorité
Ce ne sera pas à l'unanimité parce que voilà, il y a toujours 1 ou 2 abstentions qui traînent, mais voilà, en gros, il n'y a pas de surprise. Mais on les déroule quand même. Donc, première résolution, c'est l'approbation des comptes donc, que je viens de vous présenter. Et voilà, donc l'Assemblée, alors si tu peux afficher la résolution formelle, voilà, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le résultat, les annexes et patin couffin. Voilà, il y a un truc classique, enfin, je vous en fais grâce, hein, c'est du jargon juridique. Mais donc, pour tout ça, vous avez la possibilité de voter en ligne si vous ne l'avez pas encore fait. Donc ça, c'était la résolution numéro 1. La résolution numéro 2, c'est l'affectation du résultat. C'est une résolution obligatoire. On n'a pas fait de résultat, on a fait du déficit. Et donc, automatiquement, quand on fait du déficit, ça va dans le compte de report à nouveau. Hein, c'est ça. Donc, 482 546 euros et 20 centimes qui veulent s'ajouter au poste de report à nouveau. Donc ça, c'était la résolution numéro 2. De toute façon, là, on ne peut pas faire autre chose que ça. Et les conventions réglementées, donc les conventions réglementées, pour ceux qui ne sont pas familiers, on a l'obligation de présenter devant l'Assemblée générale tous les contrats qui sont passés entre un dirigeant de l'entreprise et une autre entreprise dans laquelle le dirigeant serait impliqué. Nous, on est dans ce cas uniquement avec Zéphyr et Boré, parce que Zéphyr et Boré est à la fois un fondateur et un actionnaire et un membre du conseil d'administration, mais aussi un sous-traitant de Wincop. Et donc, on a une convention. Alors, est-ce qu'on a le contenu de la convention ou pas? Alors, sur Octolo, donc en gros, vous l'avez vu, on détaille, il y a environ 200 000 euros de facturation de Zéphyr et Boré pour le développement du navire. Et donc, c'est une convention ancienne hein, qui est renouvelée chaque année. Et donc là, on se contente de dire le nouveau montant qui a été facturé. Donc ça, c'est la 3e résolution. Et ensuite, il y a une résolution qui change un petit peu de l'ordinaire, c'est le renouvellement du conseil d'administration, parce que comme Wincop a été créé il y a 3 ans et que nous avons des mandats de 3 ans, eh ben, nos mandats à tous, à part à Lydia, je ne t'avais pas vu d'ailleurs, j'ai vu que tu étais arrivée, qui, elle, a été élue l'année dernière et donc a encore 2 ans de mandat, mais pour tous les autres, notre mandat est arrivé à expiration. On n'a pas fait d'appel à candidature et de choses comme ça cette année parce que ça ne faisait pas de sens là, alors qu'on est dans le feu de changer l'équipe, ça n'aurait pas eu de sens. On a fait 3 ans, on veut tous, on se représente tous à notre poste. Donc là, vous voyez tous, mais en fait, on vote pour tout le monde, sauf pour Lydia, et pour proposer donc de renouveler. Donc nous, on est présents à différents niveaux en tant que collège. Hein. Donc vous voyez les couleurs qui distinguent les différents collèges. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous utilisez un conseil d'administration. Donc, pour les nommer, Nils Joyeux, Julien Noé, Amaury Bolvin, François Harari, Victor Despers, Alice de Cointet. Et donc, voilà, vous pouvez voter, pareil, sur votre téléphone pour le renouvellement de ce CA. Voilà, bon, donc ça, c'est le texte de la résolution avec la liste des trucs. Alors, effectivement, là, je précise que vous ne votez pas directement pour Victor, mais vous votez pour Zéphyr et Boré, et vous ne votez pas directement pour François, mais vous votez pour Arcadie. Et ensuite, c'est Zéphyr et Boré et Arcadie qui nomment un représentant au conseil d'administration, mais c'est bien les personnes morales qui sont élues à la base, parce que c'est elles qui sont sociétaires. Donc les mandats débutent ce jour. Voilà. Et ensuite, il y a la classique résolution des pouvoirs, parce qu'il faut que l'Assemblée générale confie le pouvoir à quelqu'un d'aller faire les formalités pour déclarer donc, le résultat de cette Assemblée générale. Et donc ça, c'est a priori la dernière résolution que tu peux afficher. Donc l'Assemblée générale donne tout pouvoir aux membres du conseil d'administration pour effectuer, pour le nom de la société, tous les actes juridiques relatifs à ces décisions. Voilà, bon, j'ai fait très vite, mais vous l'avez vu, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et je crois qu'avec ça, on a fait le tour des résolutions, c'est bien ça. Et voilà, et on a peut-être encore un petit tour de questions-réponses, mais en tout cas, je propose qu'on bloque le vote. C'est bon, vous avez tous pu voter. Il n'y a pas de blocage, tout ça, c'est fait. OK, donc on peut clôturer le vote et peut-être du coup ensuite afficher, enfin, vous confirmer les résultats. Il y a une question là-bas, il me semble. Madame, vous aviez une question?
Allez-y, allez-y. Allez-y. T'as pas fermé encore? Non. Alors. Donc on a 398 et bientôt 399. Qui veut être le 400e? À distance peut-être, c'est bon. Tout le monde, il n'en reste pas un. Ce serait bien si on arrivait à 400. Ce serait classe. C'est un peu un enjeu quand on est comme ça une coopérative avec beaucoup de monde. On est 1700 sociétaires aujourd'hui. Et c'est vrai que réussir à faire voter 1700 personnes, c'est un enjeu. Donc là, on atteint le quorum, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça demande beaucoup de relance. Et plus on va agrandir, plus l'enjeu va être important. Donc voilà, c'est le... Non, là, on a les 20% du coup. 400 personnes sur 1700, on a les 20%. Hein? Ça y est, les 400? Yeah! C'est pas mal, je crois qu'on n'avait pas eu tant que ça l'année dernière. Hein. Cool, merci à tous. Oui, Stéphane. Alors, les collèges des votes, c'est une spécificité qui existe que dans le statut SIC, qui existe nulle part ailleurs et qui est très particulier parce que ça s'applique uniquement pendant les votes à l'Assemblée générale. Le reste du temps, les collèges n'existent pas. Mais au moment des votes à l'Assemblée générale, les collèges viennent en fait compenser le poids des différentes parties prenantes d'une coopérative parce que, voilà l'exemple qu'on donne classiquement, par exemple, Enercoop, c'est une SIC où il y a à la fois les salariés et les consommateurs, mais ils ont une centaine de salariés et ils ont plusieurs dizaines de milliers de consommateurs. Donc si c'est simplement une personne, une voix, en fait, c'est les consommateurs qui prendraient les décisions. Les voix des salariés seraient complètement diluées et ils n'auraient aucun impact en fait, sur leur outil de travail. Or, le but d'une coopérative, c'est vraiment de permettre à tous les gens qui sont impliqués que leur voix pèse. Et du coup, la SIC permet, grâce au collège, de dire, en fait, quel que soit le nombre des salariés, ils auront tant de pourcents de droits de vote, par exemple 20%, et quel que soit le nombre de consommateurs, ils n'auront que 20% des droits de vote. Et donc, on corrige parce qu'on se dit que voilà, en fait, c'est logique, normal et sain pour la démocratie que les salariés aient ensemble le même pouvoir que les consommateurs. Voilà. Bon, c'est un exemple simplifié parce qu'on a plus de collèges. Donc nous, c'est notre cas, on a 7 collèges, je crois, et comme ça, on a essayé de répartir un petit peu les voix pour être représentatifs. Et du coup, effectivement, vous votez chacun avec une personne une voix, mais vos votes ensuite, dans le collège, à partir du moment où la majorité des personnes, des gens qui sont affectés dans un collège ont voté dans un sens, c'est l'ensemble des pourcentages de voix de ce collège qui vont dans le sens de la résolution. Voilà. Ce qui fait que ça amplifie aussi le fait qu'il n'y ait pas de surprise, parce que voilà, avec 2-3 collèges, en gros, on arrive à obtenir la majorité sur toutes les décisions. Bon, moi, comme j'ai un temps, j'en profite. Moi, ce système-là, je l'adore parce qu'on est habitué dans une société classique à ce qu'en gros, le pouvoir soit du côté de l'argent. Plus j'investis dans une entreprise, plus j'ai de voix. Si j'ai mis la moitié du capital, c'est moi qui ai la moitié du pouvoir et donc le pouvoir va à l'argent. Dans les coopératives classiques, comme les SCOP, c'est plutôt le pouvoir de la majorité, c'est-à-dire une personne, une voix. Il suffit d'être plus nombreux et, entre guillemets, c'est le pouvoir de la majorité sur la minorité, comme on le voit dans la démocratie classique, quand on fait des élections politiques, entre guillemets, c'est ce système le plus classique et beaucoup plus démocratique que celui de l'argent. La SIC, elle dit non, même la majorité sur la minorité, c'est pas encore ça. Il faut s'assurer d'un équilibre des pouvoirs. Et donc on sculpte au travers des collèges pour dire on veut que les différentes parties prenantes, les différents intérêts soient représentés et comme ça on crée l'intérêt collectif. Et c'est pour ça que la SIC, c'est Société coopérative d'intérêt collectif, c'est qu'on veut vraiment s'assurer que l'entreprise, elle apporte comme ça un intérêt collectif et elle ne défend pas un intérêt particulier. Et ça, c'est quelque chose, le statut SIC, il a été créé au début des années 2000, donc il est très récent, et il apporte une vision des choses, un paradigme avec lequel on n'est pas du tout habitué à fonctionner, parce qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, que ce soit politique, associatif, on est habitué à fonctionner avec les 2 premiers systèmes de vote que je vous ai dit. Et ça apporte vraiment quelque chose et qui fait que la SIC, elle se retrouve vraiment à l'interface entre le capitalisme classique
et plutôt le côté associatif, collectif. Voilà, et on a vraiment pour moi une troisième voie qui fait énormément de sens. Voilà, enfin, c'est un sujet qui me passionne, comme vous voyez. Et ce sera le sujet de la conférence de tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mais ça là, tu n'allais pas le dire comme je viens de le dire là. Est-ce que ça y est? Est-ce qu'on peut clôturer les votes? 402 votes, génial. Donc voilà, majorité. Alors on n'a pas encore réussi à trouver le système pour pouvoir pondre la diapo qui affiche les résultats, voilà, parce que voilà, on n'a que quelques minutes et voilà, peut-être qu'un jour on arrivera à faire ça. Mais en gros, effectivement, pas de surprise, toutes les résolutions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Donc voilà, merci à tous et bravo pour ça. Et donc maintenant, on a... donc on est même à l'heure. Non? Qu'est-ce que tu veux? Une dernière petite information sur les porteurs de titres participatifs. Ouais. Alors, je vous ai fait un copier-coller du contrat, donc c'est illisible. Je voulais juste faire un petit point là-dessus. En fait, dans les contrats pour les porteurs de titres participatifs, donc ça ne concerne pas forcément tous aujourd'hui, ni même en ligne. En fait, on a eu... je me souviens plus, je crois 800 personnes qui ont pris des titres participatifs. Et donc, on s'engage normalement à voter, enfin à trouver un représentant de la masse des porteurs de titres participatifs pour que les personnes qui ont pris ces TP puissent être au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. La seule petite chose, c'est que nous, au sein de la coopérative, pour avoir des titres participatifs, il faut être sociétaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas précipité pour organiser ces élections. Mais on est dans le devoir de le faire. Donc, je voulais juste en profiter de cette assemblée générale pour vous dire qu'on va vous envoyer un appel à candidature pour qu'il puisse y avoir une personne au sein des 1700 sociétaires, enfin pas non, au sein des sociétaires porteurs de titres pour devenir candidat et être le représentant officiel de la masse. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur ce poste-là parce que vu que tous les porteurs de titres sont sociétaires, il n'y aura aucune nouveauté qu'on va apporter à cette masse. Mais voilà, c'est dans les contrats, donc on va le faire. Et donc je voulais juste dire vous allez recevoir dans les 10 prochains jours un petit mail. Et puis pour ceux qui souhaitent devenir candidat, on vous enverra la petite procédure. Et puis il y aura à nouveau un vote sur Octolo pour voter et trouver notre candidat. Voilà. Eh ben, on trouvera quelqu'un. C'est une bonne question, mais effectivement, je pense que dans ce cas-là, il y a une déclaration de carence, parce que de toute façon, il n'y a pas d'enjeu, mais on est quand même obligé de faire l'élection, parce que là, on y est contraint par la loi. On ne pourrait pas faire un contrat de titre participatif sans prévoir cette clause. Et on n'a pas mal fait les choses non plus, parce que c'est juste que jusqu'à l'année dernière, c'était l'ITA qui était le représentant de la masse, parce que la première campagne a été faite via eux. Donc c'est à partir du moment où on s'est retiré de l'ITA et qu'on a fait nos propres campagnes l'année dernière, où là l'ITA s'est retiré, et donc voilà, ça fait juste quelques mois où on a ce petit délai. Top, c'est bon. Bien, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on reprend à 18h30. Là, on a ouvert l'événement... Ah non, pardon. C'est vrai qu'il y a un petit, un petit projet pirate. Mais du coup, pour les quelques minutes qui restent, on va laisser la place aux pirates. Bonjour à tous. Moi, c'est Simon Delvoye. Je suis ingénieur naval chez Zephyr et Boré. Donc, je me suis occupé de tout le... Hein, comme ça. Plus fort. Pardon. Je suis ingénieur naval chez Zephyr et Boré, donc je me suis occupé de toute la partie suivi de conception de WinCop. Donc moi je suis le projet WinCop depuis le début et je connais toutes les itérations que Niels a présentées tout à l'heure. Mais là c'est pas vraiment de ça que je vais vous parler, c'est du projet un peu annexe qu'on a eu l'année dernière. Donc c'est le petit WinCop, donc un petit bateau en bois. Donc l'histoire ça a commencé il y a 3 ans. J'ai fabriqué un petit jouet comme ça pour ma fille sur des plans de cargo à voile Zephyr et Boré. Et j'ai montré les photos à mes collègues de Zephyr et Boré qui ont trouvé ça assez amusant, dont mon collègue Bernard ici présent, qui m'a beaucoup poussé pour essayer de faire une série et en construire une petite série de petits jouets comme ça.
Et donc, il a beaucoup assisté. Et moi, j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc, chaque fois, je bottais un petit peu en touche. Mais Bernard a insisté. Et un jour, il est arrivé avec l'idée de contacter des ESAT et ajouter une dimension intégration sociale à cette démarche. Et donc, avec Bernard, l'année passée, on a commencé à faire un peu le tour, regarder ce qui existait en termes de structures qui pourraient nous accompagner pour concevoir ces petits jouets. Donc, il y a un an, on a rencontré Pierre, qui est là, ici, qui travaille dans les ateliers du Douai et qui a une entreprise, comment on dit, entreprise adaptée. Et on lui a présenté notre projet. Et il a trouvé ça amusant. Donc, on a passé une journée à visiter leur entreprise et à leur présenter le projet de petit bateau en bois. Et depuis ce moment-là, donc ça fait un an, on travaille ensemble à faire un petit prototype qui est ici devant. Là, c'est ce petit bateau-ci. Voilà. Wow. Et donc... Et donc là, depuis un an, on travaille dessus, on a fait plusieurs protos, etc. Et ce qui est assez amusant, c'est que moi, en même temps, je m'occupais du vrai WinCop, donc toutes les discussions qu'on a pu avoir, qu'on a échangées avec vous sur les voiles, le type de voile, etc., les aménagements, beaucoup de sujets un peu techniques. Et moi, en parallèle, je travaillais avec Pierre, et j'échangeais sur WhatsApp, et je lui donnais les mises à jour du projet. Et lui, il mettait à jour les prototypes, etc. Donc voilà. Donc c'était les deux projets qui vivaient en parallèle, c'était assez amusant. Voilà, là je vais laisser la parole à Pierre qui va plus vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qui est impliqué dans ce projet, parce qu'il n'y a pas que eux et puis nous, il y a vraiment tout un écosystème autour de ça. Et voilà, moi je te laisse. Merci. Ça va comme ça le son? Ouais. Chez nous aussi c'est un projet pirate, hein, mais c'est un projet plaisir avant tout. Atelier du Douai, c'est une association qui est située aux portes de la Bretagne entre Rennes et le Mont-Saint-Michel. Ça comprend un ESAT aussi, donc il y a l'entreprise adaptée, et on a racheté récemment, il y a 2 semaines, une scierie qui est à 400 mètres de nos ateliers. Notre activité, elle est principalement dans l'ameublement, donc rien à voir avec ce que vous faites. Il y a les troncs communs, parce qu'il y a voilà, on a un sujet qui est social, et on a créé aussi une marque qui s'appelle Les Belles Planches, qui vise à, enfin, on a imbriqué en fait une industrie circulaire en parallèle de nos activités. Et demain, avec la scierie, on sera de la forêt jusqu'au produit fini. Vous entendez pas? Et là, comme ça, c'est mieux? Là, c'est bien? Donc, on a racheté une scierie et en fait, au-delà du projet social, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est décarboner la filière dans l'ameublement avec nos moyens. Et on sera demain, on va travailler de la forêt jusqu'au produit fini. Et en parallèle de ça, avec les belles planches, on récupère nos déchets pour pouvoir faire des objets différents. C'est ce qu'on va faire aussi avec le petit bateau qu'on a créé là. Donc, l'entreprise adaptée, c'est quoi? C'est des gens qui ont une reconnaissance handicap. Ça veut un peu tout et rien dire. Nous, dans l'ameublement, c'est essentiellement des gens qui ont été cassés par l'industrie, hein, psychiquement ou physiquement. Donc voilà. Et quand on a rencontré Simon, nous, c'est vrai qu'on a une logique, en général, dans l'ameublement, d'avoir des volumes minimums. Là, ça a été plutôt le projet plaisir. Et d'ailleurs, quand on voit le bateau qui est dans l'entreprise, tout de suite, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà, parce que c'est un peu différent. On l'a conçu. Alors, ce qui est important de voir, c'est que toutes les entreprises qui ont participé, ça passe du sourcing jusqu'à la réalisation finale. Il y a 4 entreprises et elles sont espacées de 2 km au total. Donc on ne peut pas faire plus local. Les bois proviennent des ateliers Groiselle. C'est des bois qui sont sourcés en Bretagne, hein, du hêtre. La coque a été usinée par la maison Thiraud. C'est une marque de jouets, de bateaux, donc assez connue, hein, que vous trouvez dans toutes les boutiques de France. Augustin a participé aussi au design du bateau. Et tout le reste que vous voyez, hein, le gréement, les containers, qui seront fabriqués avec des chutes de scierie, hein. Ce ne sera pas du bois de chauffage, ce seront des containers. La peinture, tout ça est réalisé par l'entreprise adaptée. Et en plus de ça, on fait participer les AT qui confectionnent les voiles. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas là du tout pour vendre le bateau, hein. Je suis dans l'ameublement, on usine des millions de planches par an. On est dans l'ameublement, on est dans le bâtiment. Mais ce projet qui nous a fait du bien en interne, hein, et même pour les salariés, c'est un moyen pour nous aussi je vais continuer encore 1 minute, hein, sur l'aspect social, hein, de ce que je fais, ce que je raconte à Simon en fait, quand ils sont arrivés. Ce qui compte pour nous en fait, dans l'entreprise, je ne dis pas qu'on s'en moque du handicap, mais ce qui compte en fait, c'est que les salariés prennent du sens quand ils viennent travailler dans nos ateliers. C'est comment dire, nous les profils, ça va du niveau CE2 à Bac+2.
on essaye de considérer tout le monde et qu'il y ait énormément de cohésion. Et là, vous voyez dans ce projet, je pense que j'ai les meilleurs profils qui vont fabriquer ce bateau, mais ce qu'ils comprennent dans l'industrie qu'on fait, c'est que la personne qui aura passé simplement la planche dans la raboteuse, elle est tout aussi importante que la personne qui va faire la finition sur le bateau. Donc voilà, c'est pour nous, alors même si on n'en fait que 20, ce sera quand même une réussite, parce que ça nous permet de créer de la cohésion aux ateliers du Douai. Voilà, merci. Et normalement, vous allez recevoir, je pense, courant de semaine prochaine, un mail avec un lien avec la possibilité d'acheter ce petit bateau, ce petit jouet-là, avec, je pense, une livraison fin septembre, quelque chose comme ça, ou début octobre. Voilà. Vous aurez tout dans le mail la semaine prochaine. Top, merci beaucoup Simon, merci Pierre, super projet. Et voilà, on est largement dans les temps pour les cadeaux de Noël. Donc vous pouvez vous faire plaisir avec un petit WinCup. Il y aura la possibilité pour les entreprises qui voudraient l'acheter pour elles de personnaliser ce conteneur-là et indiquer, je sais pas, Valrhona, Etikable, des choses comme ça. Arcadie, voilà. Ça peut faire aussi un beau petit cadeau d'entreprise. On va prendre une dernière question pour consacrer un petit peu de temps à nos amis en ligne qui, les pauvres, n'ont pas un son super et en plus ne peuvent pas interagir avec nous. Donc, Amandine me disait qu'il y avait une dernière question. Je cherche Amandine du regard et je ne la vois pas. Elle a disparu. Hein ? Le traiteur vient d'arriver. Alors la question, de ce que j'ai compris, elle revient souvent, c'est la question de la situation géopolitique actuelle dans la mer Rouge avec le Yémen en face. Et effectivement, ça fait maintenant bientôt 2 ans que la voie de la mer Rouge et du canal de Suez est fermée ou à moitié fermée. En fait, il y a encore la moitié du flux qui transite encore par le canal de Suez. On ne sait pas trop comment se fait le choix. Il y a des bruits de rançon qui courent, des choses comme ça. On ne sait pas, mais il est évident que si le bateau était à l'eau aujourd'hui, on ne passerait pas par le canal de Suez. On sera à l'eau que dans 2 ans. La situation peut évoluer d'ici 2 ans dans le bon sens ou dans le mauvais. Là, bien un malin qui peut faire la moindre prédiction sur le sujet à ce stade. Maintenant, on peut tout à fait passer par de l'autre côté, comme le font tous les bateaux. Et nous, dans notre cas, ça nous rallonge un petit peu moins la route parce que Madagascar est déjà bien au sud. Donc quand on part de Madagascar, on a déjà fait une partie du chemin pour contourner l'Afrique par rapport aux bateaux qui viennent d'Asie ou du Moyen-Orient et qui redescendent. Donc nous, ça nous rallonge le trajet, bien sûr, ça fait qu'on va faire moins de rotation, mais on a fait tourner les calculettes et en gros, ça passe. On aura une rentabilité moindre, on pourra peut-être un peu moins sur les négociations avec les prix, moins baisser nos prix, mais par rapport aux lettres d'intention qu'on a signées, les tarifs auxquels ont été signées les lettres d'intention avec nos chargeurs, on n'a pas besoin d'augmenter les prix pour faire ce détour-là, ça passe encore. C'est plutôt que si finalement on arrive à passer par le canal de Suez, certainement on pourrait baisser notre prix, parce que voilà, le fait qu'on ait fait grandir le nombre de containers, etc., on s'en garde un petit peu sous le coude pour les incertitudes, mais grosso modo, ça passe bien. Donc voilà, ça c'est les aléas de la mer, effectivement, il y a ce problème-là. Il y a des moments, ça peut être à d'autres parties du globe. Entre guillemets, le transport maritime est habitué à cette réalité-là et à s'adapter et à changer de route. Ça fait partie du job. Et voilà, on n'y échappera pas et on s'adaptera. L'avantage, c'est que si nous, on doit changer, les autres doivent le faire aussi. Et quelque part, on reste à égalité en termes de concurrence par rapport au transport classique. Donc on pense que ça ne devrait pas trop nous défavoriser et pas avoir d'impact énorme sur notre activité. Bon, c'est sûr que ça fait un voyage qui est certainement un peu moins confortable. Il paraît que le cap de Bonne-Espérance, un coup sur 2, c'est quand même, ça secoue un petit peu. Donc, pour les passagers, entre autres, je pense que le passage par le canal de Suez serait plus confortable. Voilà. Mais c'est la réalité avec laquelle on va devoir jouer. Donc, je pense que moi, en tout cas, dès que je vois dans la presse un article sur le sujet, je me précipite dessus pour savoir où est-ce que ça en est, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Actuellement, la situation est très, très incertaine. Voilà, donc c'était juste pour prendre une dernière question. Et maintenant, voilà, il est 18h07, on reprend à 18h30. Profitez-en pour faire une petite pause, pour bien sûr
je suis à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Vous pouvez faire le tour des stands, boire un café et ces choses-là. Et ensuite, on enchaîne à 18h30 avec 3 tables rondes, dont la dernière, ce sera de nouveau des questions-réponses. Donc, on reparlera. Là, les 2 premières tables rondes, c'est un peu générique sur le transport maritime et sur la coopération, enfin sur les coopératives. Et après, on reprendra un petit moment de questions-réponses sur WinCop, mais du coup, ouvert à nos nouveaux invités, non encore sociétaires, mais dont on espère qu'ils le seront bientôt.